Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler de Néo Justice, une solution de résolution des litiges en ligne. On évoquera également un sujet de données personnelles. Google paye 400 millions de dollars pour éviter les poursuites judiciaires aux États-Unis. Et enfin, on parlera dans quelles conditions un salarié peut-il être mis à la retraite. On débute tout de suite cette émission en parlant de Néo Justice, une solution de résolution des litiges en ligne avec mon invité, Colline Villarmet, cofondatrice donc de Néo Justice. Colline, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que Néo Justice ? Alors, Néo Justice, c'est une alternative à la justice traditionnelle qui est souvent décriée pour sa lenteur et sa complexité. Et dans ce contexte, Néo Justice propose une solution de résolution extrajudiciaire des litiges qui est à la fois simple, rapide et peu coûteuse. Concrètement, comment ça marche ? Alors concrètement, donc il y a deux offres, une possibilité de résolution amiable où on a une offre qui est totalement innovante puisque l'on propose une négociation optimisée en ligne et on a une seconde offre qui est une offre plus juridictionnelle avec un arbitrage en ligne. Quelle est la plus-value de votre solution ? Alors, la plus-value de la solution, c'est que c'est totalement innovant. Par exemple, pour ce qui concerne la négociation optimisée en ligne, c'est quelque chose que nous sommes les seuls à proposer. C'est basé sur une technologie qui a fait l'objet d'un brevet et qui permet de mener une négociation classique, faite d'offres et de contre-offres, mais aussi à chacun des tours de négociation de permettre aux parties d'échanger leur concession maximale. Parce qu'on sait que dans une négociation, on n'a jamais envie de donner sa meilleure position, enfin sa meilleure offre, de peur que l'autre partie n'utilise cette information à son bénéfice. L'immense avantage de l'outil de négociation en ligne de Néo Justice, c'est de permettre de manière totalement secrète d'échanger, de confronter les offres. Et donc, la technologie de Néo Justice voit si un accord est possible. Alors, comment on confronte les offres comme ça en ligne ? Alors, chacune des parties va indiquer son offre visible. Donc, admettons que nous ayons un litige de 100. Donc, moi, je vous dis, j'aimerais que vous me payiez 100. Mais au fond, je me dis, si Arnaud me payait 90, je ne serais pas mécontente. Mais ce 90, je ne vais pas vous le faire savoir. Et de la même façon que vous allez avoir une position de négociation assez similaire. Et donc, chacune des parties va indiquer 3 tours de négociation. Pour chacun des 3 tours, son offre visible et son offre secrète. Et à chaque tour, l'outil de négociation de Néo Justice va regarder si un accord est possible. D'accord, donc c'est totalement dématérialisé jusqu'à la fin de la procédure ? Oui. Exactement. Et c'est un énorme avantage parce que c'est extrêmement rapide. En quelques heures, on peut terminer une négociation. C'est très efficace. Ça permet de maximiser les chances parce que peut-être qu'on n'aurait jamais échangé nos meilleures offres de négociation dans le cadre d'une négociation classique. Et puis, ça permet d'éviter toutes les frustrations puisque quand un accord est trouvé, c'est un accord optimal et chacune des parties quitte la table de négociation en étant satisfait. Et en termes de coûts, c'est intéressant aussi ? Oui, c'est extrêmement intéressant puisque c'est un pourcentage de réussite qui est pris. Quelles sont les perspectives de développement de Néo Justice ? Alors, les perspectives de développement, elles sont extrêmement larges. Alors, il s'agit évidemment d'évangéliser le grand public, que ce soit les entreprises ou les particuliers, de leur montrer en quoi c'est beaucoup plus simple, puisque c'est 100% en ligne, avec un parcours utilisateur très intuitif. C'est beaucoup plus rapide, quelques heures, comme je vous le disais, ou jusqu'à 2 mois pour un arbitrage en ligne. Et puis, c'est très peu coûteux. Donc voilà, il y a cette population-là à évangéliser. Et puis, continuer auprès des avocats qui voient un énorme avantage à cette solution dans la mesure où ça leur permet de conquérir de nouveaux clients. On sait aujourd'hui que la profession d'avocat se doit d'être très compétitive dans ses offres, dans ses offres, parce que souvent, le choix des clients est contraint par l'offre prix. Et ça permet aussi aux avocats d'offrir quelque chose de très innovant à leur clientèle. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside. Dans quelles conditions un salarié peut-il être mis à la retraite ? On en parle tout de suite avec mon invité, Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law. Angélique, bonjour. Bonjour Arnaud. En quoi consiste la mise à la retraite ? Alors, la mise à la retraite, Arnaud, c'est un mode spécifique de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et à ne pas confondre avec le départ à la retraite qui est à l'initiative du salarié. C'est vrai que souvent, dans le jargon commun, on parle de retraite, on mélange un peu les deux choses. C'est vraiment un mode autonome de rupture et je voudrais faire part de 2 remarques. Donc, l'âge légal de la retraite, qui est aujourd'hui de 62 ans, qui va être progressivement relevé à 64 et à 65 ans dans le cadre du projet
actuelle du gouvernement ne permet donc pas une mise à la retraite au sens juridique du terme, il faut le savoir. Et donc, aussi, j'ajoute que du fait en fait des relèvements progressifs des bornes d'âge par le gouvernement, c'est un procédé qui est de moins en moins utilisé par les employeurs. À quel âge peut intervenir cette mise à la retraite? Alors, la mise à la retraite, elle peut intervenir à partir du moment où le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire une retraite sans décote. Donc, cette retraite sans décote, elle va pouvoir intervenir à des âges différents puisque, en fait, elle est fonction de la date de naissance du salarié, du nombre de trimestres acquis. Mais grossièrement, en fait, pour pouvoir avoir une vision générale, pour les assurés nés après 1955, c'est l'âge de 67 ans qui permet cette retraite à taux plein. Donc, il faut cette condition de retraite à taux plein, mais il faut aussi l'accord du salarié jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 70 ans, l'employeur ne peut mettre à la retraite le salarié que s'il est d'accord. Donc, on connaît maintenant les conditions, mais dans quel délai elle peut intervenir, cette mise à la retraite? Alors, il y a deux cas d'espèce à analyser. Donc, le premier cas d'espèce, le salarié n'a pas 70 ans. Donc, si le salarié n'a pas 70 ans, comme on vient de le voir, il faut son accord. Et donc, l'employeur doit respecter une procédure de questionnement. C'est-à-dire que 3 mois avant la date anniversaire de l'âge de retraite à taux plein du salarié, il doit lui poser la question par écrit, il doit lui demander ses intentions et lui demander s'il accepterait ou non cette mise à la retraite qui, pour le salarié, équivaut grosso modo à un licenciement en termes d'indemnité. Le salarié, de son côté, il a 1 mois pour accepter ou refuser. S'il refuse, alors l'employeur ne peut rien faire, il doit attendre et il peut refaire cette demande à la date anniversaire l'année suivante. Et si le salarié refuse encore, vice-versa jusqu'à l'âge de 70 ans. Et donc, deuxième cas d'espèce, le salarié a 70 ans. Là, dans ce cas, l'employeur peut procéder à une mise à la retraite d'office, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'accord du salarié. Il peut notifier directement une lettre. Il n'y a pas de formalisme en droit du travail, mais évidemment, pour des raisons de preuve, on recommande une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre mise en main propre. Quelles sont les indemnités qui doivent être versées? Les indemnités qui doivent être versées, donc il y a l'indemnité de préavis, donc le préavis légal ou le préavis conventionnel de mise à la retraite s'il est prévu par la convention collective. Et il y a l'indemnité de mise à la retraite qui équivaut à l'indemnité légale de licenciement, c'est-à-dire 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 au-delà. Il faut savoir en fait que cette indemnité de licenciement suit le même régime social et fiscal que l'indemnité de licenciement, enfin l'indemnité de mise à la retraite, pardon, je me suis trompée. Donc, généralement, elle est exonérée d'impôts et elle est exonérée généralement de charges sociales à hauteur de 2 PASS. Donc, le plafond a été relevé, donc plafond annuel de sécurité sociale. Le plafond a été relevé pour 2023, c'est aux alentours des 87 000 €. Par contre, il faut noter pour les employeurs, c'est pas neutre, elle est assujettie à une cotisation à hauteur de 50% qui est à verser à la CNAV. Pour conclure, est-ce qu'il y a certains contextes qui s'opposent à la mise à la retraite? Alors oui, tout à fait, Arnaud. Si le salarié a son contrat de travail qui est suspendu pour un accident du travail ou pour une maladie professionnelle, la mise à la retraite n'est pas possible. Je voudrais juste ajouter un point. Parfois, on voit encore dans des contrats de travail des clauses qu'on appelle clauses couperées. C'est des clauses guillotines, en fait. Donc, on sait en droit du travail français qu'elles ne sont pas valables, mais parfois, il y a des grands groupes qui les mettent en place parce qu'ils ont des trames, etc. Et c'est valable dans d'autres pays comme en Allemagne. En France, de telles clauses, dans le contrat de travail, il est indiqué en fait que le salarié aura son contrat de travail qui est rompu automatiquement du fait de l'atteinte d'un certain âge, c'est nul et nul de plein droit. Et par ailleurs, l'employeur, il aura intérêt à bien respecter les conditions de mise à la retraite telles que l'on les a spécifiées, parce que si elles ne sont pas respectées, en fait, la mise à la retraite équivaut à un licenciement nul. Donc, en fait, ce qui veut dire que le salarié est en droit de réclamer la remise en état de la relation de travail. Grosso modo, il peut demander sa réintégration dans l'entreprise et dans ce cas, il aurait droit au salaire en fait qu'il aurait dû percevoir entre la date de mise à la retraite et la date d'audience. Et s'il ne demande pas sa réintégration, il a le droit à une indemnité qui est au minimum de 6 mois de salaire, mais qui généralement va être les salaires de la date de rupture jusqu'à la date d'audience. Et il a le droit à l'indemnité de licenciement, préavis, etc. Donc on voit que les conséquences sont importantes. Voilà, coûteuses.
Donc, point de vigilance, on va terminer là-dessus sur ce point de vigilance. Merci Angélique d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside. Données personnelles, Google paye une amende de 400 millions de dollars pour éviter des poursuites judiciaires aux États-Unis. On en parle tout de suite avec mon invité, Georgie Courtois, associé de De Gaulle Florence. Georgie Courtois, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, comment cette affaire illustre la manière dont les États-Unis prennent en compte la protection des données personnelles? Alors en fait, elle l'illustre de manière très intéressante à deux titres. Premièrement, donc, il y a une coalition de 40 procureurs qui ont décidé de poursuivre Google sur ce qu'on comprend être une problématique de données personnelles. Mais en fait, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé, c'est plutôt sur la violation des textes de la protection du consommateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, aux États-Unis, il n'y a pas de règlement général qui permet de gérer tout ce qui est problématique de données personnelles comme le RGPD en Europe. Ce qui fait que les États-Unis les procureurs en question ont dû trouver un nom de fondement qui s'approche plus des pratiques commerciales trompeuses qu'on a également en France et en Europe que de la violation des données personnelles. Donc ça, c'est le point quand même qui est extrêmement important. Et ensuite, la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il y a aussi un rapport aux États-Unis un petit peu particulier à la vérité et au mensonge. Et ce qui est beaucoup reproché à Google ici, c'est d'avoir prétendu que les données de localisation des sujets de droit des consommateurs étaient protégées. Enfin, ils pouvaient les désactiver, alors qu'en fait, les procureurs ont démontré dans ce settlement, dans cette transaction, que ce n'était pas tout à fait le cas, que même en croyant avoir désactivé, les consommateurs continuaient à être traqués. Alors, est-ce qu'il y a une influence de l'Union européenne avec son RGPD sur cette décision? Alors, bien évidemment, et c'est là que c'est aussi extrêmement intéressant, c'est que l'Union européenne, avec le RGPD, a pris un texte éminemment politique. Et en fait, a eu une influence mondiale sur la prise en compte du traitement des données personnelles. Et en faisant ça, chaque consommateur américain est lui-même confronté au RGPD en devant accepter des onglets de cookies, etc., etc. Ça crée une sensibilité, ce qui fait que au bout d'un moment, au niveau américain, on doit prendre conscience de ça, et donc ce qui explique ce détournement entre guillemets de texte en disant on va faire sur le droit des consommateurs, mais sur un sujet de données personnelles. Alors revenons sur le RGPD que vous avez évoqué. Quels sont les moyens d'être en conformité pour une entreprise avec le RGPD? Alors, pour être en conformité avec le RGPD, j'allais dire, la première chose à faire, c'est d'essayer de prendre un bon avocat. Ensuite, il y a un règlement EuroPrivacy, c'est-à-dire un règlement de certification qui permet, c'est un certificat qui permet de certifier des traitements de données personnelles, donc pour une durée de 3 ans, en appliquant une méthodologie très ciblée, qui est très, très adaptable. Donc ça permet, une fois que vous avez ça, que ça a été validé au niveau européen en octobre 2022, d'afficher le fait que vous avez pris les devants et vous avez fait certifier vos traitements, ce qui prouve que vous êtes totalement conforme au RGPD. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.